Je me fous bien de savoir si c'est international. Si vous voulez faire rayonner la France internationale, prenez le Louvre. Ce que j'entends, moi, avec Notre-Dame de Paris, c'est qu'elle rayonne dans le cœur des chrétiens et des catholiques de la ville dont elle est la mère. Bienvenue chez Frontières. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Notre-Dame. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. On va commencer tout de suite avec la réouverture qui a ému la France entière. Enfin, pas tout le monde, parce que toi, Jordan, tu as fait un reportage et apparemment, certains parlent d'un simple bâtiment. Oui. Donc, Ils ont été outrés que des dons aient été faits, qu'il y ait eu autant de dons faits pour un simple bâtiment, je les cite, et que finalement, ces dons auraient pu profiter à des associations. Bon, vu le profil des personnes qui m'ont dit ça, on imagine j'aurais préféré que ce soit des dons à des associations immigrationnistes ou écologistes. Mais voilà, c'était un simple bâtiment pour... Donc, j'invite tous nos auditeurs à regarder ton reportage qui est sorti sur YouTube et sur notre application mobile. On va vous faire écouter une petite musique qui a été chantée par Vianney justement ce week-end. On écoute. Et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Maître Divisio, finalement, quand on entend Vianney comme ça chanter, on se dit elle était belle cette cérémonie, non ? Oui, elle était belle, c'était une super cérémonie à la gloire de qui ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la gloire de Dieu ou la gloire d'Emmanuel Macron ? Voilà, c'est le même. C'est le même, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Parfois, finalement. Non, mais c'est une question intéressante. D'abord, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir, pas bouder sa joie. Notre-Dame est réouverte. Et oui, apportons au crédit du président de la République quand même le fait qu'il y a un chantier qui s'est déroulé sans encombre. Ça n'a pas été facile avec le Covid. Enfin, il faut aussi... faut pas être rabat-joie non plus, je veux dire. Bien sûr. Maintenant... on peut s'interroger quand même sur ce qu'on célèbre. Si vous voulez, c'est ce qui me perturbe, au sens où moi je n'ai aucune difficulté à l'idée que la République tire la gloire qu'elle mérite de cette réouverture. C'est un chantier colossal. Alors bon, ok, chantier financé par les dons privés, quand même. On va pas non plus, à un moment donné, on va rendre à César ce qui ne lui appartient pas, hein. Mais moi, en tant que catholique, si vous voulez, je m'interroge. C'est pas du point de vue de l'État que j'ai un problème. C'est du point de vue de l'Église que j'ai un problème. Moi, j'ai une formation en philo et en théologie, voilà, j'ai vécu à Rome, j'ai enseigné à Rome. La question que je me pose, c'est on était où et on célébrait quoi ? C'est tout, en fait. Mais encore une fois, ça c'est une question qui intéresse l'Église et ses rapports au pouvoir. Monseigneur Ulrich, on sait tous que Monseigneur Ulrich a été mis là, comme Olivier Ribado-Dumas, recteur de la cathédrale, pour les ronds de jambes qu'il fait au pouvoir. Et ça marche. Vous savez par exemple que l'histoire du discours, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du discours, le fameux discours à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, à l'origine, Emmanuel Macron dit « je vais faire un discours à l'intérieur ». Qui ne s'y oppose pas ? Enfin, qui s'y oppose ? C'est pas l'archevêché qui s'y oppose, contrairement à ce qu'on dit. C'est ses conseillers, Emmanuel Macron, qui lui disent « attends là, il y a un problème avec la laïcité et on va se prendre tout le monde dans la figure, pour faire simple ». Mais l'archevêché, lui, il n'y a vu aucun inconvénient. Les vitraux contemporains, ça pose aucun problème. Et vous avez un problème aujourd'hui, c'est que dans une séparation de l'Église et l'État, on peut se demander, l'État est séparé de l'Église, mais est-ce que l'Église est vraiment séparée de l'État ? Oui. Bartholomé Lenoir, on a vu le président de la République, on a vu aussi plein de députés, notamment Sandrine Rousseau, qui étaient présents dans cette cathédrale. Est-ce qu'ils avaient leur place ? Ouais, je n'ai pas été invité. J'aurais beaucoup aimé venir. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est aussi très rassurant, cette réouverture, sur les entreprises. Parce qu'on parle de l'État, etc. Mais en fait, qui a rebâti la cathédrale ? Ce sont les entreprises. Ceux qui ont fait la charpente, tous les artisans, etc. Et quand on voit un peu la décadence et le déclin français sur ces entreprises avec le nombre, etc., c'est un peu rassurant, surtout sur le maintien de nos savoir-faire. Ensuite, je jette la pierre à personne. Si Sandrine Rousseau veut assister à cet événement, tant mieux. Et au contraire, je pense que le message de l'Église est aussi un message universel, donc ça ne pose aucun problème. Et pourtant, Sandrine Rousseau, c'est la même Sandrine Rousseau qui critique constamment le pouvoir, qui critique constamment les catholiques. Alors moi, ça m'en pose un quand même de problème, ou un et demi. Sandrine Rousseau, mis à part, moi, je m'interroge quand même. Il ne s'agit pas d'interdire l'accès à cette cérémonie et de commencer à sélectionner sur la foi de considérations morales. Ce serait bien trop injuste, même pour chacun d'entre nous, et inimaginable, évidemment. Simplement,
Interrogeons-nous sur un point. Il y a un président de la République français qui est amené à, en grande pompe, venir prendre la parole au sein de la cathédrale, qui est un lieu de culte catholique. Or, voici qu'effectivement, c'est ce même président de la République qui a fait inscrire à la Constitution le droit à l'IVG, qui est vraiment, j'ai envie de dire, sur le plan ecclésial, sur le plan de la théologie fondamentale, la théologie morale, vraiment l'interdit de l'interdit. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même dans l'atteinte à la vie. Chacun en pense ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de débattre sur le plan législatif. Je suis en train de débattre sur le plan moral et sur le plan de la théologie morale. Et donc, je m'étonne. Nous avons un président qui, concrètement, fait voter une constitutionnalisation de l'IVG, qui a été critiquée par le Vatican lui-même, et qui, du coup, a les honneurs au sein de la cathédrale et avec un archevêque qui, surtout, ne va pas trop aller l'enquiquiner de ce côté-là. On s'interroge quand même, à un moment donné, sur ce qui reste de l'Église catholique de Paris dans ce contexte. Et il y avait quelque chose dans son discours qui avait une petite touche un peu d'hypocrisie, ou du moins complètement à côté de la plaque, peut-être un peu comme d'habitude d'ailleurs, sans vouloir trop le juger, qui parlait justement de cet héritage ancestral de Notre-Dame, de la culture française, de la qualité, que ce soit les compagnons qui ont fait un travail incroyable, les artisans, et en même temps, c'est aussi la même personne qui a failli laisser passer aussi un budget qui voulait censurer justement l'apprentissage, donc plus d'artisanat. Oui, mais en fait, je pense que d'abord, il faut revenir à l'individualité. Sandrine Rousseau, c'est à elle de faire son introspection aussi. Donc, c'est quand même... Et après, c'est la même chose. Je pense que Emmanuel Macron est dans une tradition de séparation de la culture catholique française, qui est évidente, et de la foi. Et je pense qu'il distingue ça, sauf que cette distinction, en réalité, elle a un peu quand même un phénomène de... Comment dire, elle est un peu paradoxale, parce que c'est finalement lié... Il y a plein de paradoxes, bien sûr. Et je pense que du coup, ce que vous dites est vrai dans cette contradiction, il se révèle dans cette contradiction-là. C'est le en même temps présidentiel. C'est le en même temps présidentiel. Et voilà. Oui, alors moi je voulais, parce que Fabrice Divisio a aussi réagi hier. Alors on était sur le même plateau sur CNews et je crois qu'il y avait le poème de Marion Cotillard. Exactement, on va l'écouter. C'est un autre extrait sonore, un poème de Victor Hugo lu par Marion Cotillard. On écoute tout de suite. Je m'écriais, mon âme, oh mon âme, il faudrait, pour traverser ce gouffre où nulle borne apparaît, et pour qu'en cette nuit, jusqu'à ton Dieu, tu marches, bâtir un pont géant sur des millions d'arches. Il y a un truc que je voudrais ajouter quand même, c'est que je trouve intéressant, c'est que justement Marion Cotillard, elle est très anti-RN, on le sait, elle avait fait un pins, etc. et tout ça. J'avais personnellement demandé à Emmanuel Macron de participer, de pouvoir être invité. J'ai jamais eu de réponse. Je lui ai écrit un courrier il y a un mois, et il n'y avait pas de représentant ou pas de membre du RN à ma connaissance, ou de l'UDR, le parti dont je suis un des députés. Alors même qu'il y avait Donald Trump. Et j'ai peur, si vous voulez, qu'il y ait, chez Marion Cotillard, il y a une intolérance envers les quand même 11 millions de personnes qui ont voté RN et UDR, et alors même qu'ils sont dans le lieu de la tolérance qu'est Notre-Dame. Et je pense que ça pose vraiment question, et ça m'interroge dans la démarche du président, et j'espère qu'il a au moins, il s'est abstenu de faire de la politique, il a invité tous les députés. Les chrétiens ne votent pas forcément à droite, mais on sait quand même qu'il y a une majorité qui sont plutôt conservateurs et donc qui vont plutôt voter pour des partis de droite. Et donc c'est clairement Marion Cotillard qui a fait une vidéo au moment des élections qui dit faut vraiment aller contre eux parce que c'est le diable en personne, c'est l'antéchrist. Et maintenant qu'ils se retrouvent dans la maison. Et à l'ère du Victor Hugo, totalement. Et à l'ère du l'intolérance maximale. Et à l'ère du Victor Hugo, un auteur anticlérical, vous disiez. Ça, moi je peux pas. C'est un Victor Hugo on lui doit Notre-Dame, le roman, tout ce que vous voulez, tout ça, d'accord. Mais si vous voulez, c'est Chateaubriand, dans le Génie du christianisme, qui écrivait prétendez-vous raisonner, il ne reste plus que les sentiments et les images. C'est exactement ça. Franchement, on a un génie chrétien qui est Paul Claudel.
Paul Claudel s'est converti à Notre-Dame. S'il y a bien un endroit où il faut réciter du Paul Claudel, c'est à Notre-Dame. Troisième pilier de troisième, Paul, je c'est crois, ça. Il s'est converti la nuit de Noël, ou vêpres de Noël plus exactement, à Notre-Dame. Et on va citer qui? Victor Hugo. Ça montre quand même le niveau d'inculture qu'on a. Et ça montre, encore une fois, moi je ne jette pas la pierre à la République, avec tout ce qu'elle est, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais est-ce que c'était l'Élysée, une succursale de l'Élysée, ou est-ce qu'on a encore un affectataire dans cette cathédrale qui décide? Je me demande qui a décidé cette cérémonie. En fait, moi j'ai un peu une vision aussi de ça comme un événement qui était destiné à l'international et pas à la France, puisque Victor Hugo, on sait, est connu quand même à l'international, Claudel certainement moins, et donc c'est moins destiné aux Français et plus à l'international, une fois de plus. D'ailleurs, on a toute l'international qui était et ça peut s'entendre, à la limite, oui, ça peut sûr. s'entendre. Alors, et je voudrais juste quand même dire en préambule, c'était quand même une magnifique cérémonie. Bien sûr. Faut très quand bien même déroulé. le dire, c'est très bien passé, etc. Et ça a donné une image de la France positive. Donc, je suis pas vous n'êtes pas d'accord. d'accord. Non, mais en tout cas, moi je voulais quand même dire ça. C'est intéressant. On peut faire des critiques, C'était mais une l'ensemble. magnifique cérémonie qui aurait été merveilleuse si elle n'avait pas été à Notre-Dame. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, il faut qu'on s'entende. Soit nous sommes dans... Essayez de me faire la même chose dans une mosquée ou dans une synagogue, tiens. Allez me réciter des vers d'un type qui est antisémite ou islam, enfin machin, anti-islam dans une synagogue ou dans une mosquée, et vous allez voir ce qui va se passer. Essayez donc de venir avoir la main mise, que l'État ait la main mise sur ces lieux de culte. C'est pas pensable, et c'est normal. Là, j'entends bien qu'on m'explique que c'est le patrimoine de l'État, patrimoine de la France. Alors d'abord, c'est un patrimoine quand même il y en a d'autres de patrimoine, et le patrimoine religieux français, on sait dans quel état il est. On s'en occupe pas. Il est propriété de l'État. Au demeurant, il est propriété de l'État. L'État, finalement, c'est les prestataires privés qui ont rénové Notre-Dame, c'est les dons privés. Et ensuite, dernier élément, je le redis, c'est-à-dire que vous imaginez que pendant ce temps-là, les Parisiens, eux, étaient tenus à l'écart par un périmètre de sécurité. Je veux dire, sans compter que cette cathédrale a déjà été réouverte au mois de novembre, le 26 novembre ou 29 novembre, à travers la venue de Macron et des artisans qui ont contribué à sa rénovation. Donc c'était quoi ce truc? Encore une fois, vous avez raison de souligner que internationalement machin, mais vous imaginez qu'à un moment donné, je dois rappeler que Notre-Dame de Paris est le temple du Dieu vivant, que c'est la cathèdre, la maison mère du diocèse, et que donc, si c'est international, si vous voulez faire rayonner la France internationale, prenez le Louvre. Ce que j'entends, moi, avec Notre-Dame de Paris, c'est qu'elle rayonne dans le cœur des chrétiens et des catholiques de la ville, dont elle est la mère. En fait, c'est ça en premier lieu. Et je me fous bien, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je me fous bien du roman de Victor Hugo, Notre-Dame. Super, ça a contribué au rayonnement de Notre-Dame, mais à un moment, on revient à l'essence même de ce que c'est, une cathèdre. La cathédrale, le siège de l'évêque. Après, il y a le bâtiment religieux rejoint aussi l'histoire des personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Et ça, c'est quelque chose à ajouter, c'est que la cathédrale Notre-Dame a été magnifiquement rebâtie, mais dans le département où je suis, je pense à l'abbatiale de Moutiéda, je pense à... Tout tombe en ruine. Oui. Tout. Le patrimoine religieux français tombe en ruine. Et il ne faut pas que la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris soit, le paravent d'une réalité bien médiocre et je vous en rappelle France. que le chantier n'est pas fini. Voilà, et je termine juste sur les personnes, par exemple, avec qui je discute dans la Creuse, etc., les Creusois, ils ont un rapport... Ils ont pas forcément la foi, et c'est là où je suis pas d'accord avec vous. L'église de leur village est aussi, un bâtiment historique. Et il n'y a pas, et notamment il n'y a plus de messe, il n'y a plus qu'une messe ou deux par an. Et donc c'est le rapport à la fierté patriotique même parfois, et la fierté de leur village. Et donc je suis d'accord avec vous, et en même temps, le mélange de l'Église avec l'histoire de France fait que c'est pas tout à fait uniquement la foi. Non, mais d'ailleurs il y a une question qui se pose, c'est sur ce qui reste de l'argent et de tous ces dons, et justement on en parle, ça devrait être reversé à toutes ces églises, ces cathédrales qui tombent en ruine. C'est la destination J'ai interpellé première. Rachida Dati sur le sujet, elle a proposé qu'on fasse payer l'entrée de Notre-Dame pour... Ouais. Ce qui est pas complètement... Moi, je pense, par exemple, les touristes étrangers, qui n'ont pas du tout un rapport à la foi, pourraient, en donnant 1 euro... Faites pas ça. C'est une réflexion que je me pose. Non, mais s'ils donnent 1 euro, c'est des millions je d'euros vous pour réparer les garantis que églises. pour avoir vécu dans un pays, en Italie, où cette question a été tranchée et où on a fait payer l'entrée comme en dans Angleterre, certaines églises, Portugal ça se passe aussi. très mal.
Ça se passe pas bien. Moi, je trouve que ça se passe très bien. Je vous dire, tu sais pourquoi ? Parce que le filtre, il n'existe pas, en fait. J'ai un exemple très précis, hein. Je veux dire, où des associations, je sais pas, en tout cas des collectifs se sont montés. Non, mais je comprends pas. Nous, on veut juste aller prier, machin, et on peut pas parce que vous aviez dit à l'origine que c'était les étrangers, mais finalement, c'est quoi un étranger ? On définit comment un étranger. C'est ça qui devient très compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et mais si en vous voulez, revanche, vu ce que fait l'État de son argent, bon. Non, c'est certain. Alors, je voulais, si vous me permettez d'inaugurer un autre sujet, je voulais quand même vous entendre, puisque Bartholoméw Léonard, vous êtes député UDR de la Creuse, vous n'avez pas été invité par Emmanuel Macron à Notre-Dame, mais vous n'avez pas été invité non plus à l'Élysée dans le cadre des consultations. Tout à fait. Et je voudrais vous entendre mettre aussi... On a été prévenu en revanche qu'on ne le serait pas, ce qui est quand même incroyable. C'est élégant. Non, mais il n'a pas été prévenu, en fait. Voilà. Mais alors, finalement, vous, à l'UDR, vous avez été solidaire du Rassemblement national, vous avez fait tomber ce gouvernement et cette motion de censure. Qu'est-ce que vous espérez là, du gouvernement à venir ? Là, on va avoir un nom, a priori, dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Moi, j'espère qu'il respectera les 11 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement national ou UDR. Michel Barnier le faisait. Et non, parce que Michel Barnier, les engagements, en tout cas les lignes rouges qui avaient été fixées par Marine Le Pen et Éric Ciotti très tôt, en fait dès octobre, n'ont pas été du tout considérés jusqu'à la toute fin. Parce qu'ils ont pas... Donc là, je pense que le plus important, c'est de respecter les Français, mais quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils votent RN ou pas, ou UDR, ou LR, ou, tous les électeurs, n'importe qui a le droit au respect. Et je trouve que c'est très, significatif le fait que le président de la République ait invité tout le monde, sauf le RN et l'UDR. Mais c'est parce que vous n'êtes pas républicain, c'est là à quel point on voit que tout le monde, même les LR, se raccroche à la vieille rengaine mitterrandienne du barrage, etc. Ouais. Et c'est maintenant, et ça se voit très bien, c'est l'unique et le dernier argument. Ouais. Et on voit que c'est l'absolu dans la non-invitation du président de la République. Les Français ne sont pas respectés. Tout ça, c'est une mascarade. C'est bien qu'on en parle, mais il n'y a qu'une seule solution si vous voulez régler ça. C'est que le président de la République démissionne. Ah, vous êtes favorable c'est pas que je suis favorable, mais c'est que c'est ses propres engagements. Il avait dit, effectivement, quand un président de la République est désavoué, il faut qu'il parte. Va-t'en. Il ne reste plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment voulez-vous, et vous l'avez très bien dit, je veux dire, on a un mépris profond pour un électorat, on s'arroge le droit de dire non, alors on va faire un gouvernement sans lui. Là, bon, tout ça n'a plus de sens. Je veux dire, la démocratie est quand même vaut mieux que ça. Je dirais à un moment donné, où on est capable de respecter le choix des électeurs et on se maintient en poste avec la Constitution, c'est-à-dire qu'on a une fonction présidentielle, on est au-dessus des partis, on fait le choix de l'arbitrage, on fait le choix de la régulation et on laisse une cohabitation finalement quelque part. Ou alors on dit non, moi ça ne me convient pas. Et on comprend, hein. Je considère que j'ai été désavoué et que je ne peux plus mener la politique que je souhaite mener et donc je replace mon parti devant les Français. Et voilà, mais il n'y a rien entre les deux, si vous voulez. Soit on fait un gouvernement, comme vous le dites, qui respecte, finalement, c'est un gouvernement d'unité, qui respecte l'électorat dans son ensemble, soit on dit, et on a le droit de le dire, je considère que je suis désavoué, qu'avec moi c'est ma politique qui a été désavouée, et je demande donc le suffrage, la sanction du suffrage, pour venir confirmer ou infirmer ce positionnement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire entre les deux ? Eh bien, on fait un en même temps. Et c'est en même temps, il se fait au détriment de la démocratie. C'est tout. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à la démocratie ? Quand j'entends, on a eu ces bruits de couloir, on va faire un gouvernement technique, mais vous imaginez ? Quelle horreur ! En plus, la technique, un gouvernement d'administrateurs. Un gouvernement d'administrateurs, il manquerait plus que ça. C'est une catastrophe. Mais est-ce que vous croyez à l'explosion on entend dire que le NFP pourrait se scinder entre d'un côté le PS qui rentrerait dans le gouvernement et LFI. Il y a commencé à y avoir des fêlures, notamment au niveau de la loi sur le délit d'apologie du terrorisme que LFI voulait supprimer. On a sorti de ça, il commençait à y avoir des turbulences. Moi, je pense que là-dessus, je pense que le PS se dit électoralement, les LFI, c'est emmerdant quand même. Et en même temps, ils ont sauvé leur poste. Donc, ils se disent, si par contre, on rentre dans le gouvernement et qu'on se garantit la proportionnelle et qu'on nous garantit qu'il n'y a pas de dissolution jusqu'à 2027, parce que c'est ce que le président de la République dit, c'est peut-être jouable pour nous, parce que peut-être qu'on va pouvoir avoir nos postes derrière. Mais voilà, c'est un peu, ils sont sur un truc. Mais je pense que tout ça derrière, c'est qu'en fait, moi je reviens quand même aux Français.
c'est que tout ça derrière, mais quid C'est de ça. la France, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce Et que j'allais dire, c'est tragique, mais on Ouais. est dans un monde politique tragique. Moi, ça. c'est C'est la là-dessus fin que du je voulais NFP, réagir. Fabrice Mais- Division. je crois que c'est la fin de la confiance politique. Ouais, tout à fait. Je veux dire, C'est c'est-à-dire le début que c'est l'avènement de la défiance, quoi. C'est l'avènement de la défiance. Bien sûr. c'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire des petits calculs politiques Ouais. d'appareil. Toi, tu me donnes ça, je te rends ça. Je veux dire, alors d'habitude, ça a toujours plus ou moins existé, mais au moins, on faisait semblant que ça n'existe pas. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, on n'assumait pas. Aujourd'hui, non seulement on assume, mais on revendique. Je veux dire, je pense Sauf- vraiment. Je suis pas d'accord au RN et à l'UDR, etc. Si vous voulez, bien sûr, mais Parce qu'il y a quand même, il faut. Mais vous Parce comprenez que ce la je veux dire. défiance se ressource aussi chez ceux qui la dénoncent. Mais vous avez raison Donc, sur un point, c'est ce que je voudrais souligner ça. Je comprends pas, on en parlait tout à l'heure, je comprends pas ces journaux, par exemple de droite, à grand tirage, qui viennent critiquer la motion de censure. Enfin, je vous rappelle quand même qu'une démocratie, ça fonctionne comme ça. Ça n'a pas été le cas chez Frontières. Non mais, pardon, mais une démocratie, ça fonctionne comme ça. C'est ça le principe Bien de la sûr. démocratie. Ouais. J'ai même du mal à comprendre qu'il y ait un Et débat d'ailleurs, c'est là-dessus. prévu par la Constitution. C'est prévu par la Bien sûr, Constitution. Bien sûr, ouais. Et pour conclure, est-ce que vous pensez que tout ça va être profitable à Marine Le Pen? Là, il y a un sondage explosif Qui est excellent. paraît aujourd'hui, qui met Marine Le Pen très en tête du premier tour de la présidentielle dans tous les cas de figure. Donc il n'y a pas d'effet motion de censure défavorable pour eux, finalement. Mais pas du tout, puisque les Français veulent que les choses changent. En fait, c'est le changement, etc. Mais les Français veulent une inflexion Faites gaffe dans à la politique qui est menée depuis. Je deviens La politicien. dernière fois qu'on a dit le changement, c'est maintenant, ça a mal Ouais, fini. c'est ça, exactement. Non, mais en fait, les Français, ils veulent, et ils se rendent bien compte que la seule alternative, faut être clair aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le bloc, on les voit, ils ont formé le bloc unique. Là, avant, on avait le bloc commun, maintenant, ils font le bloc unique, qui va de LR jusqu'aux communistes. Enfin, je veux dire, faut quand même le croire, quoi. Et donc, la seule alternative possible et crédible, c'est, et je pense, l'union des droites, avec Éric Ciotti, Marine Le Pen, et tous ceux qui voudront rentrer dans cette union. Et donc, les Français, à un moment donné, c'est la loi de l'alternance, veulent que les choses au quotidien évoluent et changent. Et donc, je suis persuadé que c'est très positif pour Marine Le C'est Pen. ça, vive l'alternance, Fabrice Divisio. Alors l'alternance, je m'en méfie parfois quand même, parce que c'est-à-dire qu'avec les techniques de manipulation qu'on a aujourd'hui, notamment médiatiques, l'alternance, oui, enfin, si c'est une vraie alternance, si c'est une vraie démocratie, mais vous savez bien qu'on est dans un système un peu curieux. Mais je reprends ce que vous disiez, indépendamment de ce mot de changement qu'on met à toutes les sauces, il y a en tout cas une volonté des Français, je vous écoutais tout à l'heure, il y a encore des gens qui nient l'insécurité, il y a encore des gens qui nient l'endettement, il y a encore des gens qui nient le problème de la souveraineté, il y a encore des gens qui... Voilà, donc je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait un vrai travail de vérité là-dessus. Et je pense que les Français sont pas stupides, on les prend pour des idiots, Oui. mais ils sont pas stupides. Non, ça c'est une réalité. De toute façon, là-dessus, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant. On espère avoir un nouveau Premier ministre, mais si c'est pour qu'il rechange dans 2-3 mois. Et puis il y avait la loi immigration qui devait La loi immigration, ce janvier, c'était en janvier. être hein. programmée en janvier. Moi, je pense pas, je pense que justement, ils vont faire ce grand bloc unique pour se maintenir et puis pour relancer le débat à 2027 et le décaler. Puis il faut mesurer juste un dernier point, c'est que si on prend toute considération mise à part la question budgétaire et la question de l'endettement français et de là où on en est aujourd'hui, un gouvernement aujourd'hui de gauche qui assurait une politique de gauche, on va à la faillite. Il faut que ça soit clair. Bien hein. sûr. C'est-à-dire que si on continue d'avoir ce taux d'imposition et oui, bien comme sûr. on voit, comme on l'a vu en commission, avec cette volonté effectivement d'augmenter absolument tout et n'importe quoi, Mais il faut voir que les LR, j'étais LR avant, Bien sûr. ont quand même voulu le rétablissement de l'ISF. Ouais. C'est venu du Sénat, et avait inventé la taxe sur l'eau minérale. Enfin, c'est quand même du jamais vu. C'est-à-dire que même les LR sont rentrés dans une course à l'imposition massive et à la hausse des taxes. Donc effectivement, et je pense qu'à la fin de tout ça, les Français sont très intelligents. Le peuple français est brillant. Et ils se rendent bien compte de la réalité. Je me doute bien que vous n'êtes pas parti pour rien DLR, mais aujourd'hui, avec un peu de recul de ces derniers mois qui ont eu lieu, quel regard est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une grande déception? Est-ce que vous voyez ce parti tomber en ruine? Qu'est-ce que vous avez comme regard? Franchement, je suis assez déçu par certaines positions de personnes que j'estimais beaucoup chez les LR. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens chez les LR qui sont... Dans un entre-deux qui sont dans un entre-deux et qui hésitent, etc. Parce que c'est pas facile. Bien Éric sûr. Ciotti a eu un courage, mais c'est vraiment quelque chose Sa famille d'énorme politique. qui s'est passé. Et donc j'ai à la fois de l'estime pour beaucoup de membres des LR et j'espère qu'un jour ils auront le courage de franchir le Rubicon. Et après, je suis parfois aussi très déçu par voir jusqu'où ils sont capables, certains représentants, certains chapeaux à plumes, comme on dit, d'aller pour
pour eux et pas pour la France. En tout cas, merci à tous les deux et on va suivre toutes ces histoires parce qu'il y en a quand même beaucoup à suivre. Merci à tous les deux d'être Merci venus ce beaucoup. matin. Merci. À bientôt.